Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire proposé dans le cadre du Handipact Île-de-France qui est consacré ce matin à une thématique qui semble vous intéresser particulièrement, qui est la thématique du handicap visuel et sa gestion en emploi. Très rapidement, un petit préambule. Je vous demanderai, si vous en êtes d'accord, de bien vouloir couper chacun et chacune vos caméras et vos micros. Non pas qu'on a la volonté chic, mais ça sera plus simple pour tout le monde puisque vous êtes quasiment 130 inscrits ce matin. Vous n'arrêtez pas d'arriver au webinaire. Donc voilà, compte tenu du nombre de participants, c'est plus pratique et agréable pour tout le monde si vous voulez bien éteindre vos caméras et vos micros. Pour autant, n'hésitez pas, puisqu'on va se donner du temps pendant ce webinaire pour échanger autant que possible avec vous, participants à ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos remarques, à poser vos questions dans l'onglet « Discussion » que vous voyez sur vos écrans. Donc, dans l'onglet « Discussion », envoyez-le. Vous pouvez partager vos remarques et vos questions que nous partagerons du coup avec nos intervenants du jour. Petit rappel encore une fois, merci à chacune et à chacun de bien vouloir couper vos micros et vos caméras pour le moment et pendant la durée du webinaire. Merci à vous. Je rentre dans le détail et première chose, pourquoi on a voulu, dans le cadre du Handipact Île-de-France, vous proposer ce webinaire. Alors, vous le connaissez pour la plupart maintenant, les modalités de ces événements proposés par le Handipact. On se donne 1h30 ce matin, 1h30 pour pouvoir échanger ensemble ou en tout cas partager ensemble plusieurs notions relatives au handicap visuel et à cette typologie de handicap spécifique. On va revenir un peu dans le détail, mais dans un temps contraint, sur les grandes connaissances à partager et à maîtriser lorsqu'on parle de handicap visuel, de quoi on parle concrètement, lorsqu'on parle de handicap visuel, et puis aussi pouvoir profiter des interventions de nos témoins ce matin pour partager avec vous des pratiques et des bonnes pratiques, disons-le, en matière de gestion du handicap en emploi et en particulier dans le cadre de la fonction publique. Concrètement, ce que nous vous proposons ce matin, c'est le programme suivant. On a la chance d'accueillir 3 intervenants ce matin. Ils vont pouvoir partager. Excusez-moi, si vous pouvez, les uns et les autres, pensez à bien couper vos micros et vos caméras, s'il vous plaît. Ça sera plus agréable pour tout le monde. Merci encore. Donc, je le disais, on va profiter aujourd'hui de l'intervention de plusieurs personnes. Et d'abord, Philippe Tavares, qui est ergonome au sein du CESIA. CESIA qui est un prestataire d'appui spécifique spécialisé dans la gestion du handicap visuel. Bonjour Philippe, est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous êtes bien avec nous? Bonjour, je suis toujours avec vous. Bonjour et merci beaucoup de votre présence avec nous ce matin. Je vous repasse la parole dans une petite minute. J'accueille également Nathalie Denizet qui, elle, est responsable du département ESA, expertise spécifique et accessibilité, un programme, à Pôle emploi. Et Nathalie Denizet qui va pouvoir, dans le cadre de ce webinaire, nous partager son retour d'expérience en tant que sur la question de la gestion du handicap en emploi auprès des agents de Pôle emploi et va pouvoir partager avec nous les bonnes pratiques de Pôle emploi. Bonjour Madame Denizet, est-ce que vous êtes également avec nous? Je suis bien avec vous. Bonjour et merci beaucoup de votre présence. Et enfin, et pas le moindre, on accueillera aussi, on profitera des échanges et du retour d'expérience, du témoignage, pour le coup, de Malika Madani qui est agent au sein de Pôle emploi et elle-même en situation de handicap visuel. Et on a sollicité Madame Madani pour qu'elle puisse partager avec nous son vécu en tant qu'agent au sein d'une entreprise, d'un employeur, d'une organisation publique. Alors, c'est vrai que le statut est un peu particulier pour l'emploi. Bref, en tout cas, son témoignage en emploi et au regard justement de sa situation relative au handicap visuel. Pardon et bonjour à vous, Madame Madani. Est-ce que vous êtes bien avec nous également? Bonjour et je suis bien avec vous.
Merci beaucoup et un grand merci à tous les trois du coup de votre présence et de votre participation ce matin dans le cadre de ce webinaire. J'ai déjà beaucoup parlé, je laisse la parole aux experts, c'est ce qui est le plus important. Et en premier lieu, je vais passer très rapidement la parole à Philippe Tavares. Du coup, Philippe, est-ce que vous pouvez nous rappeler, nous expliquer un peu plus en détail de quoi on parle, s'il vous plaît bien, dans le cadre du handicap visuel? Oui, alors merci Benjamin. Alors effectivement, pour mettre les choses un petit peu dans leur contexte, voilà, je suis ergonome chez Cecia. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes prestataires des prestations d'appui spécifiques, du coup le marché que l'on a avec la GFIP et le FIP-HFP, pour les départements d'Île-de-France, hors 75 et 95, qui du coup, là c'est la VH qui intervient pour ces deux départements. Alors, je vous laisse du coup passer à la slide suivante. Excusez-moi, Benjamin. Donc, je vais d'abord vous donner quelques données par rapport au handicap visuel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, en France, on a 70% de la population adulte qui porte des lunettes, hein. Ce n'est pas rien. Donc, on a un bel exemple avec Benjamin, là, que vous voyez. Et 3% de la population française est atteinte de malvoyance ou de cécité. Je reviendrai sur ces termes dans les prochaines slides. Donc, en fait, ça va quand même représenter 1,7 million de personnes, donc, dont 33% de malvoyants légers, 55% de malvoyants moyens et 12% d'aveugles ou malvoyants profonds. Parmi ces 12%, on a 8% de malvoyants profonds, dont la vision résiduelle est limitée à la distinction de silhouettes, et 4% d'aveugles complets, donc qui n'ont pas de perception lumineuse et qui ne peuvent rien percevoir finalement. Donc en fait, la déficience visuelle, pardon, on va surtout la définir par deux critères après correction. Donc après la mise en place de corrections optiques, comme des lunettes par exemple. Donc on va d'abord mesurer tout ce qui est acuité visuelle, hein, qui est l'aptitude que possède un œil pour apprécier les détails. Donc on va par exemple parler des détails pour des traits du visage ou alors pour certaines nuances de couleurs ou pour voir même certains caractères sur un document papier. Et on va regarder également l'état du champ visuel, qui est l'espace qu'un œil immobile peut saisir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de ce champ visuel, il est de 190 degrés chez l'être humain. Et par rapport à ces deux critères-là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'œil est composé en deux types de champs. Vous avez le champ visuel périphérique qui va surtout nous permettre de nous déplacer, de voir tout ce qui est en mouvement dans notre environnement, et le champ visuel central qui va surtout nous permettre d'apprécier finalement les détails et les choses qui nous importent dans notre environnement. D'accord? On va donc distinguer les personnes aveugles atteintes de cécité, donc, dont l'acuité visuelle corrigée est inférieure ou égale à 1/20, parce on va mesurer l'acuité visuelle en dixième et en vingtième, dont le champ visuel est inférieur à 10 degrés, et les personnes malvoyantes, dont l'acuité visuelle du meilleur œil corrigé est comprise entre 4 dixièmes et 1 dixième, dont le champ visuel est inférieur à 20 degrés, et qui peuvent également avoir d'autres pathologies, comme tout ce qui est en lien avec la photosensibilité, donc ce qui peut, si vous voulez, ces personnes qui sont rapidement éblouies par certaines sources lumineuses. La diplopie, donc c'est du coup les différences importantes d'acuité qu'on peut avoir entre deux yeux. De nystagmus, c'est des mouvements, des saccades involontaires des yeux, des difficultés à fixer un point. De dyschromatopsie, donc c'est les personnes qui ont des difficultés à voir des couleurs, etc., etc. Donc il y a différents types d'atteintes qui peuvent définir la déficience visuelle. Donc pour vous reparler, hein, je vous ai parlé un petit peu en préambule de notre département. Donc on est composé de 4 ergonomes et psychologues du travail. Donc il y a Virginie Pillot qui est notre responsable, moi-même au milieu du coup, Christelle Césarine et Laetitia qui ont la double casquette d'ergonome et psychologue du travail. Et nous intervenons tous les quatre dans le cadre de ce marché-là. Donc, on intervient également avec l'appui d'un réseau de professionnels spécialisés en basse vision. Donc, on a des experts techniques de compensation. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est outils et solutions que l'on peut proposer aux bénéficiaires. Donc, que ce soit pour de la basse vision générale ou des solutions braille et vocales. On intervient également avec des experts en technologie informatique et logicielle. Donc là, c'est plus des personnes qui sont expertes techniques, donc tout ce qui est difficulté, par exemple, en lien avec l'accessibilité d'un logiciel sur un environnement de travail, par exemple.
On a des collègues qui interviennent pour faire des audits d'accessibilité, des développements de scripts pour rendre les logiciels adaptés, pour adapter du coup les logiciels aux logiciels métiers mis en place. On a également des formateurs qui interviennent pour former les personnes aux logiciels adaptés sur leur environnement de travail. On travaille également avec des experts en technique de compensation optique, dont notamment des opticiens spécialisés en basse vision, avec des instructeurs de locomotion qui, eux, sont du coup, des professionnels spécialisés qui vont du coup permettre aux personnes de sécuriser leurs déplacements, que ce soit les déplacements domicile-travail ou bien au sein même d'une structure. Des instructeurs en AVJ, qu'on appelle du coup chez nous des AVJistes, pour autonomie de la vie journalière, qui du coup, eux, vont aider les personnes à mettre en place des stratégies pour tout ce qui est tâches ménagères, cuisine, soins, etc. etc. Donc en fait, pour les deux instructeurs, ils vont surtout faire le point sur la situation visuelle de la personne et en fonction des tâches données, que ce soit des déplacements ou même pour des tâches de ménage ou de cuisine ou autre, vont essayer de trouver des stratégies pour permettre aux personnes de compenser leur perte visuelle et permettre de réaliser les différentes tâches associées. Donc nous, ce qu'on va prendre en compte, c'est vraiment l'accessibilité, que ce soit sur le poste de travail, donc que ce soit les accès à proprement dit, les déplacements dans les locaux, les déplacements domicile-travail, la mobilité professionnelle, les espaces partagés, par exemple typiquement une personne qui souhaite se rendre par exemple au self pour manger le midi. Donc on a par exemple des instructeurs en locomotion qui vont du coup les aider à pouvoir se repérer et se déplacer dans les locaux de l'entreprise. On va prendre également en compte l'accessibilité au poste de travail, aux tâches associées. Donc, pour tout ce qui est, par exemple, la réalisation de tâches sur le poste de travail, à la formation et à l'information, notamment tout ce qui est prise en compte de l'accessibilité numérique. Donc, parfois, je vous parlais tout à l'heure des logiciels adaptés qui ne sont pas toujours accessibles aux logiciels métiers. Là, on va vraiment mettre en place du coup des audits d'accessibilité, des scripts pour pouvoir rendre tout ça accessible à la personne. Donc, par rapport à l'accessibilité aux informations, donc je vous parlais des outils techniques. On a notamment des logiciels de grossissement qui existent, hein. Donc là, il y a un exemple, c'est ZoomText. Ça peut être également un autre logiciel qui s'appelle Supernova. Donc, basiquement, c'est vraiment le même type de logiciel. En fait, ce qui va surtout permettre, c'est de modifier l'affichage à l'écran, d'agrandir du coup l'affichage par le biais d'un agrandissement global par loupe ou par ligne. Il va pouvoir permettre aussi de modifier tout ce qui est pointeur de souris, qui parfois peut être difficile à voir pour les personnes déficientes visuelles. Tout ce qui est couleur, on peut également inverser les contrastes, typiquement passer d'un fond noir avec des caractères blancs. Parfois, je vous parlais tout à l'heure de photosensibilité, c'est un exemple. Il y a des personnes qui peuvent être très gênées par la luminosité de l'écran. Et rien que le fait d'inverser les contrastes, ça peut déjà faciliter la prise d'information et réduire cette gêne. Il y a également intégré à ce logiciel ce qu'on appelle une synthèse vocale qui va du coup relire un texte, en fait, qui va reconnaître un texte et le retranscrire à l'oral et permettre à la personne d'avoir l'information de manière du coup auditive finalement. On a également les logiciels de lecture d'écran avec synthèse vocale, hein. Je pense notamment à NVDA qui est disponible en LibreOffice. JAWS, qui du coup lui, est un logiciel payant et un petit peu est plus adapté pour les environnements professionnels. Et VoiceOver, qui lui est du coup made in, si vous voulez, Apple. En fait, c'est des logiciels surtout destinés aux personnes très malvoyantes ou en situation de cécité. Donc en fait, c'est des logiciels qui vont vraiment vous retranscrire à l'oral tout ce qui se passe à l'écran. Si du coup, si tout ça est adapté, évidemment, si le logiciel parvient, pardon, à tout reconnaître, il va également décrire tous les faits et gestes qui sont faits par la personne. Donc tout ce qui est raccourci clavier pour naviguer d'un environnement à un autre. Là, typiquement, ces logiciels-là vont décrire à l'oral tout ce qui se passe à l'écran. Il y a également des plages braille qui sont directement connectables du coup, aux ordinateurs qui vont généralement supplier la mise en place de ces logiciels-là. Et si vous voulez, ces plages braille sont composées du coup d'un clavier Perkins. C'est des petits claviers avec les petits picots qui remontent et qui vont du coup indiquer ce qui se passe à l'écran. En fait, c'est vraiment une information supplémentaire, notamment sur un texte. Ça peut aider parfois pour les personnes qui souhaitent avoir notamment l'intégralité des caractères et pouvoir relire un texte mot par mot pour pouvoir retrouver certaines erreurs qui ne sont par exemple parfois pas vues par les logiciels de lecture d'écran.
On a également des téléagrandisseurs, des vidéoloupes et des loupes qui permettent surtout d'accéder plus facilement à tout ce qui est documents papier. Donc, c'est des sortes de petites tablettes ou parfois même pour les téléagrandisseurs des grands écrans. Les personnes placent du coup le document en dessous. Il y a une petite caméra qui va du coup permettre de voir le document, alors dans son intégralité ou parfois même en partie, ça dépend des loupes, et on va permettre surtout d'agrandir du coup les caractères, de modifier les contrastes pour permettre un meilleur accès à ce type de support. On a également des éclairages adaptés, on va parler notamment de loupes et de lampadaires qui ont cette possibilité-là de modifier en intensité, mais également en température de couleur. Donc, quand on parle de température de couleur, il y a une gamme qui peut aller de couleur jaune, assez jaune, on parle notamment en Kelvin aux alentours de 2500 Kelvin, des couleurs neutres autour de 4000 Kelvin, pardon, et de couleurs un peu plus bleutées qui, pour certaines personnes, permet de rehausser un petit peu plus les contrastes autour de 6500 Kelvin et qui permettent du coup d'améliorer le confort, en tout cas sur certains environnements de travail. Et il y a effectivement d'autres types d'outils qui existent pour les personnes en situation de handicap visuel. Je suis désolé, hein, je passe un petit peu vite sur ces situations-là, mais mon temps est compté. On parle également d'accessibilité au lieu, hein. Je vous parlais tout à l'heure effectivement des instructeurs de locomotion qui ont une importance finalement assez significative dans ce type de situation. Donc ça peut être pour des personnes aussi bien en situation de cécité qui utilisent des cannes blanches que pour des personnes qui présentent des troubles visuels et qui n'ont pas forcément besoin d'utiliser une canne blanche. Donc le but, c'est vraiment de reconnaître les lieux de travail, les environnements de travail, les lieux de domicile-travail pour pouvoir reconnaître les différents reliefs, savoir où se situent différents obstacles, pouvoir les identifier, mettre en place des stratégies de traversée lorsque c'est nécessaire, etc., etc. On a également des techniques de guide qui existent. Alors ça, c'est les accompagnements par les collègues qui permettent aux personnes en situation du coup, de déficience visuelle d'aller d'un point A à un point B. Donc, permettre à un collègue de guider une personne en situation de déficience visuelle. Et je vous en ai parlé assez rapidement. Donc, effectivement, l'utilisation de la canne blanche pour les personnes qui en ont besoin, qui permettent du coup, une compensation tactile au sol, parce que les obstacles en hauteur ne sont pas perçus par la canne blanche, et ou d'un chien guide qui permettent à la personne de détecter ces différents obstacles et de se déplacer. Donc, du coup, les actions mobilisées dans le cadre des prestations d'appui spécifiques, hein, donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on prend vraiment en compte l'accessibilité, mais on va aussi prendre en compte les besoins de la personne. C'est pourquoi on réalise des bilans fonctionnels dans le cadre de ces PAS. Donc, on propose aux personnes de venir dans nos locaux sur une demi-journée pour rencontrer différents experts. Alors, ça peut être aussi bien l'instructeur en locomotion, l'opticienne spécialisée en basse vision ou nous-mêmes, du coup, pour tout ce qui est besoin en informatique et utilisation des supports papier, ou bien même un expert en solution braille et vocale pour pouvoir vraiment bien identifier le besoin de la personne, faire le point sur sa situation visuelle, identifier son besoin et voir ce qui serait intéressant de mettre en place par rapport aux difficultés qu'elle rencontre. Si la personne est en activité, parce qu'on est également amené à rencontrer des personnes qui ne le sont pas, et si la personne est en activité ou en formation, on peut intervenir sur le poste de travail ou du coup en télétravail. Ça, c'est surtout dans un deuxième temps et ça nous permet du coup de voir si ces premières solutions qu'on a pu identifier lors du bilan fonctionnel sont compatibles avec l'environnement de travail et surtout les tâches que la personne réalise. Et surtout, cette intervention nous permet de voir s'il n'y a pas d'autres choses qu'on peut mettre en place, d'autres types d'organisations qu'on peut mettre en place pour permettre à la personne, du coup, finalement, de travailler et d'accéder à toutes les informations nécessaires. Donc, CPS nous permet également de former les personnes sur les logiciels de compensation. Du coup, lorsque le logiciel est en place, on a des formateurs qui se rendent sur les postes de travail, en télétravail ou même sur les lieux de formation pour former les personnes sur ces logiciels spécifiques, hein. Je parle de ZoomText, JAWS, etc., etc. De réaliser également des séances de locomotion. Donc, typiquement, lors du bilan fonctionnel, si on voit que la personne est en besoin de, de réaliser des séances de locomotion pour sécuriser ses déplacements, l'instructeur peut réaliser du coup ces séances-là. On met également en place des audits d'accessibilité. Donc, typiquement, il y a un logiciel comme JAWS qui a été mis en place
nous, on a des collègues qui peuvent intervenir et voir si le logiciel est bien compatible avec l'environnement de travail. Si, du coup, JAWS reconnaît vraiment tous les items, par exemple, un JAWS reconnaît tous les items du logiciel métier et du coup, permet du coup d'accéder à vraiment toutes les informations. Si ce n'est pas le cas, il peut mettre en place du coup, cet audit et réaliser des scripts pour rendre les logiciels compatibles. On réalise également des sensibilisations au collectif de travail. Donc, typiquement, si une personne intègre une équipe ou alors si parfois il y a des difficultés à communiquer avec cette personne en lien avec son handicap visuel, on peut tout à fait mettre en place ce type de sensibilisation généralement que l'on construit avec la personne bénéficiaire et ensuite du coup, on réalise auprès du collectif de travail. Donc, par rapport à la fiche de prescription, je vais passer assez rapidement là-dessus. Donc, il y a une fiche de prescription qui porte ce joli nom. Il faut vraiment remplir entièrement la fiche parce que nous, dès qu'on reçoit la fiche, on saisit toutes les données sur l'extranet de la GFIP. Donc, il faut vraiment décrire un maximum la situation du bénéficiaire afin que l'on ait vraiment toutes les informations et nous l'envoyer au format PDF. Alors, notre boîte mail est un peu facétieuse. Il nous est déjà arrivé de recevoir des fiches de prescription, enfin de ne pas recevoir des fiches de prescription plutôt, parce qu'elles étaient au format .doc. Donc n'hésitez pas à vraiment les convertir sur ce format-là et à nous les envoyer pardon, à l'adresse indiquée du coup. Donc nous, dès l'envoi de la fiche de prescription, voilà, si jamais vous n'avez pas d'accusé de réception sous 2 jours ouvrés, c'est qu'on l'a pas reçu. Donc il ne faut surtout pas hésiter à nous contacter si jamais vous n'avez pas de retour de notre part. On prend contact avec la personne bénéficiaire. Alors d'abord, on prend contact avec vous si jamais il y a des informations dont on aurait besoin, des informations supplémentaires qui n'ont pas été indiquées sur cette fiche de prescription. On prend ensuite contact avec la personne bénéficiaire par téléphone, de manière à pouvoir faire un petit entretien. Du coup, on a des grilles d'entretien qu'on a mis en place et qui nous permettent du coup d'avoir vraiment toutes les informations. Et ça, dans le but de préparer le bilan fonctionnel et de lui proposer un rendez-vous pour venir dans nos locaux. Donc, effectivement, après, il y a la prise de rendez-vous et confirmation de rendez-vous par mail. Alors, on vous met généralement en copie, vous prescripteurs de cette prestation. Donc, oui, effectivement, la fiche de prescription, alors c'est une demande de la GFIP, elle doit être signée par le candidat, effectivement, par vous-même et le candidat. Et enfin, on enregistre la prestation sur la plateforme extranet dédiée. Donc, au niveau de la restitution, alors après, on peut effectivement être amené à intervenir sur le poste de travail et ou de formation. On a pour habitude de réaliser une réunion de restitution orale avec les différents acteurs de la prestation. Bon, ce n'était pas trop le cas ces 2 dernières années à cause du Covid, mais on essaie de faire des points des points d'étape de manière à pouvoir échanger avec le contact entreprise et du coup le prescripteur pour pouvoir faire du coup expliquer où est-ce qu'on en est et quelles seront du coup les prochaines étapes. On rédige. Alors, on triche un petit peu, hein, du coup. Alors, je réponds aux questions qui sont sur le côté, hein, excusez-moi. Donc, il y a une personne qui nous demande si on mentionne du coup l'accord sans sa signature est suffisant. Alors, nous, on triche un petit peu, hein, pour être honnête avec vous. Donc, si vous nous mettez l'accord ou le mail, en tout cas de la personne qui dit, bon, bah, je suis d'accord pour vous transmettre cette fiche de prescription, on est OK là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Alors, je me permets, hein, je réponds très rapidement aux questions. Donc, la personne Margot me demande, bonjour, combien coûtent les prestations et comment sont-elles remboursées par le FIPHFP, s'il vous plaît? Alors, les prestations, en fait, si vous voulez, pas de souci pour la tricherie. Les prestations, si vous voulez, en fait, elles sont entièrement financées. En fait, si vous voulez, nous, on est amené à enregistrer les fiches de prescription sur l'extranet et à enregistrer des heures sur l'extranet. Et en fait, c'est directement la GFIP, en tout cas le FIPHFP, qui nous paie ces prestations. En fait, vous n'avez pas d'éléments à faire en plus. Ah, vous avez toujours le son, c'est bon? Vous m'entendez toujours? Oui? Merci Benjamin. Alors, je vais essayer d'aller un petit peu plus super, merci. Je vais essayer de terminer sur cette slide parce que je pense que je vais bientôt déborder. Donc, pour en terminer sur la slide précédente, nous, on envoie la fiche de restitution à la personne bénéficiaire pour validation dans un premier temps. Et dès qu'on a son accord, on vous la transmet à vous
du coup prescripteur et du coup contact en entreprise. Donc on a un suivi effectivement de l'extranet. Donc on enregistre les heures qui sont effectuées au fur et à mesure de l'avancement des prestations ou des modules, des différents modules qui sont mis en place. Donc ça nous permet finalement de justifier du coup, le travail qui est réalisé et du coup d'être payé. On est amené également en interne à avoir des éléments statistiques mensuels qui nous permettent du coup d'avoir un suivi assez précis sur chaque prestation et on réalise des points d'équipe assez régulièrement en interne pour faire le point sur du coup les différentes situations et les différents points bloquants. Alors non, on ne fait pas de formation en braille pour le coup. On peut être amené à former les personnes sur des plages braille, mais on ne réalise pas de formation braille. Et enfin, du coup, quand on clôture les prestations, on rajoute les fiches de restitution sur la plateforme extranet. Alors aujourd'hui, on imprime toujours les fiches, mais on essaie de se calmer un petit peu parce que c'est pas super pour l'environnement. Donc, on va être amené du coup à de moins en moins imprimer les fiches de restitution. Alors, je réponds juste à la question de Margot. Quel est le nom du coup de l'organisme qui s'occupe des agents vivant à Paris, s'il vous plaît? Du coup, c'est l'AVH qui s'occupe du coup des prestations d'appui spécifiques. Et du coup, là, voilà, vous avez du coup nos coordonnées. Alors, il y a Mireille qui nous pose une petite question, qui n'a pas compris qui était le prescripteur. Donc, en fait, le prescripteur, c'est aussi bien du coup, alors je ne sais pas si Benjamin voulait rebondir là-dessus. Je vous en prie, mais effectivement, alors d'abord, un grand merci à vous, Philippe. Quelle performance! Vous tenez les Merci. délais très précis, vous faites les questions, les réponses, c'est parfait. Et plus sérieusement, donc, merci beaucoup pour ces précisions. Merci à nos invités, nos participants aussi de poser ces questions-là. N'hésitez pas, du coup, à les poser. Je vous rappelle, alors je suis allé un peu vite aussi, on prévoit, rassurez-vous, un peu de temps et Philippe a bien relevé le challenge du coup d'être concis pour pouvoir aussi se donner du temps en fin de webinaire aux alentours de 10h30, 10h40 pour si des questions n'ont pas été abordées ou des réponses n'ont pas été apportées lors des présentations, on reviendra et on se garde du temps aussi pour partager avec nos témoins. Merci beaucoup encore une fois à Philippe pour toutes ces Merci à vous. précisions. On ne manquera pas certainement d'avoir d'autres questions dans l'heure qui vient à vous poser. Effectivement, sur la question de la prescription, alors je vais aller simplement et rapidement. Vous pouvez retrouver sur le site du Handipact Île-de-France, notamment tout le catalogue des acteurs dans lequel vous retrouverez les précisions et les coordonnées des prestataires d'appui spécifiques, quelle que soit la typologie de handicap, et évidemment concernant le handicap visuel, donc AVH et CCA. Prescripteur, oui, en tant qu'employeur, notamment si vous êtes en situation de conventionnement avec le FIPHFP. Donc, n'hésitez pas. Et vraiment, ce qui nous a semblé important aussi de rappeler, et ce sur quoi on souhaitait insister avec vous ce matin, et je crois que Philippe, vous l'avez bien souligné, faire seul, c'est pas une bonne idée, c'est pas une bonne solution. Vous-même, spécialisé ergonome, vous ne faites pas seul. C'est quand même bien ce que vous nous avez rappelé. Vous pouvez vous appuyer Exactement. sur des expertises. Ce sur quoi je veux insister en vous disant ça, c'est ces prestations d'appui spécifiques, notamment spécifiques relatives au handicap visuel. Elles sont à votre disposition. N'hésitez pas à solliciter ces prestataires. N'hésitez pas à prendre attache auprès d'eux pour une question, une demande d'information, une demande d'intervention. Voilà, je le dis peut-être à votre place, Philippe, vous m'arrêtez si je dis des Non, bêtises, c'est mais très bien. c'est véritablement aussi l'enjeu pour nous que de vous faire intervenir aussi ce matin. Alors, c'est sûr, ça aurait pu être AVH, hein, pas de Exactement, exactement. favoritisme particulier. Comme on l'a dit aussi, le financement est assuré par le FIP et la GFIP. Donc, l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir multiplier ces contacts-là et puis profiter de ces outils et ces expertises qui sont à votre disposition, vous, employeurs publics, et certainement, vous, employeurs publics, qui n'êtes pas des experts et des spécialistes de cette typologie de handicap comme d'autres. Donc, faites appel aux experts, si j'ose dire. Transition presque toute trouvée, parce que je voudrais passer la parole désormais à Nathalie Denizet. Alors j'espère que vous nous entendez toujours, Nathalie, et que votre micro est ouvert. J'avoue que j'ai été un peu coercitif et que
et que j'ai tout fermé. Bonjour à vous, Nathalie. Est-ce que je peux vous demander, là aussi, si vous le voulez bien, d'ouvrir votre caméra également, alors ce qui était compliqué et pas possible pour Philippe, pour des raisons techniques. Merci à vous, Nathalie, pour certains, parfois la lecture labiale et comme ça aussi favorisée. Bonjour à vous, Madame Denizet, et un grand merci d'être présente avec nous ce matin pour partager avec nous l'expérience, presque l'expertise aussi, je me permets de le dire, de Pôle emploi sur cette question de la gestion du handicap visuel. Voilà, je vous passe la parole tout de suite, puisque je crois que vous avez plein de choses à nous dire sur ce qu'a mis en place Pôle emploi et comment agit Pôle emploi en tant qu'employeur, peut-être pas que, mais surtout et d'abord en tant qu'employeur, pour gérer ce handicap visuel. Et encore une fois, un grand merci à vous de vous être rendu disponible pour nous ce matin. Je vous en prie, avec plaisir. Donc, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, je suis responsable du département expertise spécifique et accessibilité à la DSI de Pôle emploi. J'interviens dans le cadre de ce webinaire pour partager avec vous, comme ça a été annoncé, le retour d'expérience de Pôle emploi sur la prise en compte du handicap et de l'accessibilité numérique, et en particulier, évidemment, en ce qui concerne le handicap visuel. Alors, je vais évoquer avec vous les grandes lignes du cadre dans lequel nous intervenons au titre du handicap et de l'accessibilité. Et puis ensuite, je vous présenterai de façon concrète, je l'espère, quels sont nos domaines d'action. En ce qui concerne la prise en compte du handicap et de l'accessibilité, nous nous appuyons sur deux principaux éléments de cadrage, on va dire. D'une part, un accord handicap qui nous est propre, et d'autre part, notre schéma pluriannuel d'accessibilité numérique. Alors, au niveau de l'accord handicap, cet accord est signé pour une durée de 3 ans. Il est donc régulièrement renouvelé. Il est issu d'une négociation entre la Direction générale de Pôle emploi et nos organisations syndicales. Le postulat de base vraiment à Pôle emploi, c'est que nos agents constituent notre première richesse. Et du coup, il est vraiment important de valoriser la diversité de nos ressources humaines, et de garantir le principe de non-discrimination, notamment au travers d'une réelle politique d'inclusion du handicap. L'accord, lui, il va formaliser les éléments de cette politique d'inclusion et il intègre de nombreuses dispositions en faveur de l'emploi. Pour n'en citer quelques-unes, par exemple, pour le recrutement, tous nos postes sont ouverts aux personnes handicapées. Les services RH prévoient les aménagements qui sont nécessaires en termes d'accessibilité aux locaux, de matériel à mettre à disposition, de sorte que les candidats en situation de handicap puissent participer au processus de recrutement. On favorise également le recrutement de stagiaires et d'alternants handicapés qu'on a chez nous parfois plusieurs mois, plusieurs années. Par exemple, dans mon département, à l'heure actuelle, on a deux alternants en situation de handicap. Pour ce qui est du maintien dans l'emploi, nous avons une politique de prévention des risques professionnels liés au handicap, donc les RPS, les risques psychosociaux bien sûr, mais aussi tout ce qui est risque de désadaptation et de désinsertion. Donc ça se base sur une analyse, on va dire, objective des limitations dues au handicap. Et cette analyse est faite par le médecin du travail. L'idée étant de trouver des solutions de compensation, alors aussi bien sur le plan matériel et logiciel, et là je parle notamment d'aménagement de poste, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant, qu'en ce qui concerne l'organisation du travail, donc l'aménagement des conditions de travail, notamment l'accès au télétravail, qui est évidemment de plus en plus offert. Dans tous les cas, je dirais que le but, c'est vraiment de développer l'autonomie des agents en situation de handicap et de leur donner les moyens de faire vraiment ce but. Au niveau de la formation et de la gestion de carrière, donc on veille vraiment à ce que tout agent handicapé ait accès à la formation professionnelle, au même titre que l'ensemble de notre personnel. Actuellement, on travaille notamment sur deux axes côté DSI. L'équipement de nos campus, donc ce sont nos centres de formation avec on va appeler ça des bacs handicap, qui correspondent à un minimum d'aide technique comme des blocs-notes braille, des téléagrandisseurs, etc., pour permettre l'accueil de stagiaires handicapés visuels, en l'occurrence. Et puis, on travaille sur un autre sujet qui est la mise en accessibilité des supports de formation et notamment les e-learning. On sait que c'est vraiment une difficulté, et notamment pour les personnes en situation de déficience visuelle. Au-delà de ça, évidemment, on propose des formations spécifiques qui visent à faciliter l'insertion professionnelle et personnelle, notamment l'utilisation d'un chien guide pour une personne non-voyante. À l'heure actuelle, pour information, pour vous donner quelques chiffres, on a à peu près 4800 agents en situation de handicap à Pôle emploi, ce qui représente un taux d'emploi direct de 9,55%, donc on dépasse largement l'obligation d'emploi de 6%, et on engage des moyens financiers qui sont quand même relativement importants pour l'exécution de cet accord,
sachant qu'on s'appuie également sur la convention dont on dispose avec le FIP, puisqu'il y a un cofinancement des actions qu'on engage avec le FIP. En ce qui concerne notre schéma pluriannuel d'accessibilité numérique, donc, lui s'inscrit complètement dans les orientations d'une part du projet stratégique de Pôle emploi, qui vise notamment à faciliter l'accès à nos services pour l'ensemble des demandeurs d'emploi, sachant qu'on porte une attention particulière aux publics en difficulté. Et parmi ces publics, il y a évidemment les personnes en situation de handicap. Et puis, ce schéma, il s'inscrit aussi complètement dans notre feuille de route RSE, donc la responsabilité sociétale des entreprises, sachant que le premier axe de cette feuille de route, c'est de proposer des services 100% accessibles et inclusifs. Voilà. Donc, dans le cadre de schéma pluriannuel, on a des objectifs en termes de résultats, savoir rendre nos services et nos informations accessibles. Donc, pour ça, il nous faut réaliser des audits. J'y reviendrai aussi dans quelques instants. Il nous faut mettre nos produits en conformité. Il nous faut veiller à ce que les contributions, donc les contenus éditoriaux qui sont sur nos sites ou les documents bureautiques que nous manipulons, tout ça soit accessible. Et donc, pour atteindre ces objectifs, on a pris en interne un certain nombre d'engagements en termes de formation et d'outillage, le but étant de développer la culture de l'accessibilité en interne auprès de nos personnels, notamment la DSI, pour produire justement des outils qui sont accessibles. Merci beaucoup, Nathalie. Je me permets juste de vous interrompre une petite seconde. Je sais que ce n'est pas évident et simple. Est-ce que vous auriez la possibilité soit de vous rapprocher un peu du micro ou pas forcément de parler plus fort, parce que c'est très évident. Voilà, on a quelques retours nous disant que le son est plus compliqué. Je vous en prie. Est-ce que c'est mieux comme ça? Moi, ça me semble mieux. Bon, on va essayer alors. Merci à vous, merci. Je vous en prie. Alors, de façon très concrète, notre premier domaine d'intervention, ça concerne l'aménagement de l'environnement de travail informatique de nos agents. Donc, côté DSI, on a plusieurs axes de travail qu'on utilise, je vais dire, à la carte, en fonction du handicap de l'agent et de ses besoins. Ces axes sont les suivants. Le premier, c'est on intervient au niveau des options d'ergonomie Windows, puisqu'on a des portables Windows 10 pour tout le monde. Donc, ça nous permet de modifier les couleurs, de grossir des caractères, etc. Donc, ça, c'est, je dirais, le premier niveau d'intervention. Ensuite, on fournit des aides techniques matérielles, des plages braille, des scanners portatifs, des blocs-notes braille pour les agents non-voyants, des téléagrandisseurs, des loupes, des claviers gros caractères pour les agents malvoyants et bien d'autres. On installe aussi des aides techniques logicielles. Tout à l'heure, Philippe parlait de lecteurs d'écran. Donc, en l'occurrence, chez Pôle emploi, nous utilisons NVDA. On a aussi un logiciel d'agrandissement de caractères qui s'appelle Supernova. On a d'autres aides techniques logicielles pour d'autres types de handicap, que ce soit pour des problèmes de motricité au niveau des membres supérieurs ou des troubles 10, par exemple. Et puis, on peut également doter nos agents d'applications spécifiques. Je pense en particulier au softphone. Un softphone qui, couplé au lecteur d'écran, va permettre à une personne non-voyante de téléphoner en toute autonomie et en bénéficiant de toutes les fonctionnalités offertes par un téléphone standard, comme par exemple l'annuaire d'entreprise. Alors, pour réaliser ce type d'aménagement de poste, nous avons un dispositif qui s'appuie sur un certain nombre de choses. La première chose, c'est l'existence d'un réseau très actif de correspondants régionaux handicap. Ce sont des agents qui dépendent des différents établissements de Pôle emploi. Ils sont vraiment dans les territoires et ils vont assurer en proximité l'appui et le suivi des agents bénéficiaires d'une RQTH, donc la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Ils peuvent guider les agents dans leur démarche justement pour obtenir cette RQTH. Ils peuvent échanger avec la médecine du travail afin de trouver, on va dire, là où les solutions les plus adaptées pour l'agent. Ils peuvent également définir avec l'agent et avec son manager les aménagements nécessaires, et le tout, bien évidemment, sur la base de préconisations médicales. Autre élément du dispositif, mon département, en l'occurrence. Donc, on est un département de la DSI qui est notamment dédié à la prise en compte du handicap et de l'accessibilité. Donc, on est constitué de 3 pôles d'activité, dont 2 travaillent exclusivement sur le handicap et l'accessibilité. Et au global, les équipes constituées par ces 2 pôles représentent une équipe d'une vingtaine de personnes. Donc, c'est des moyens conséquents qui ont été mis à disposition de ces thématiques-là. On a nos propres marchés, des marchés spécifiques qui sont installés donc, par type de handicap. Par exemple,
On a des marchés pour la fourniture, donc des aides techniques matérielles, logicielles et d'un certain nombre de services associés, dont la formation. On a un marché pour la non-voyance, un marché pour la basse vision, un marché pour la déficience motrice. Et puis, on a également des marchés de services, par exemple, sur le champ de la déficience auditive. Et sur la non-voyance et la basse vision, on a en l'occurrence le plaisir d'avoir un partenariat avec nos amis de CESIA. Au-delà de tout ça, on réalise donc l'ingénierie technique, l'intégration et la mise en œuvre des dispositifs de compensation dans l'environnement informatique Pôle emploi. Et on assure les aménagements de poste de bout en bout, hein, donc vraiment de la qualification des besoins avec les correspondants régionaux handicap, avec les travailleurs handicapés, avec leurs managers, etc., jusqu'à l'installation des dispositifs et la formation des agents. Évidemment, derrière tout ça, on assure également le support technique et fonctionnel auprès des agents en situation de handicap. Alors, je précise également qu'on a d'autres mesures par rapport à tout ça. Par exemple, lorsqu'un agent handicapé quitte Pôle emploi, parce que fin de contrat, parce que départ à la retraite, il a la possibilité de demander une rétrocession de ses aides techniques, et c'est une politique qui est grandement favorisée à Pôle emploi. Je précise également que dans le cadre du maintien dans l'emploi, pour les personnes ayant une pathologie évolutive, donc je pense en particulier sur le champ de la déficience visuelle, des personnes qui aujourd'hui utilisent les aides techniques basse vision, mais qui, dont la pathologie évolue vers la cécité, on les accompagne vraiment de façon complètement individualisée pour justement favoriser et faciliter la transition d'un mode de fonctionnement au niveau de l'environnement informatique vers un autre. Alors, notre second domaine d'intervention porte sur la prise en compte de l'accessibilité numérique au niveau de la production de nos applications, nos sites web et de nos applications mobiles. L'objectif, là, c'est vraiment d'assurer la conformité RG2A, donc le RG2A étant le référentiel général d'amélioration de l'accessibilité. Donc, assurer cette conformité et l'utilisabilité au bénéfice à la fois des usagers et des agents Pôle emploi. Alors, nos axes de travail sont multiples, hein. D'une part, on travaille à la résorption de la dette en termes d'accessibilité, donc c'est sur les produits existants, hein. Par exemple, à l'heure actuelle, on travaille beaucoup sur pôle emploi.fr, hein, notre site institutionnel. On travaille également sur la prise en compte de l'accessibilité dès le début du processus de fabrication, donc dès la conception pour les nouveaux produits. On a un axe de travail autour du maintien des niveaux d'accessibilité lors des maintenances correctives ou évolutives, parce que ce n'est pas le tout de rendre un produit accessible. Un produit, ça va vivre et il est important de veiller à chaque évolution ou correction apportée qu'on arrive à maintenir le niveau d'accessibilité. Donc, c'est vraiment un sujet à part entière. Et puis, on a un axe de travail également dans lequel on va s'engager. Là, c'est l'association d'agents en situation de handicap lors des recettes de nos applicatifs, de nos sites, etc., de sorte de vérifier de façon, on va dire, systématique l'accessibilité de nos produits. Alors, en ce qui concerne cette démarche, elle s'articule autour des thématiques, on va dire, qui sont mentionnées dans notre schéma pluriannuel. Donc, à savoir, on a tout un pan autour de la sensibilisation et de la formation pour développer la culture de l'accessibilité. Donc, on communique beaucoup sur le sujet. Pour vous donner un exemple concret, février a été à la DSI Pôle emploi décrété le mois de l'accessibilité numérique. Donc, on a organisé, je crois que sur le mois, il y a eu 5 ou 6 webinaires avec des thématiques ciblées autour de ce sujet-là qui ont été organisés, avec des témoignages. Et puis, on a organisé à l'issue du mois de février un challenge pour mobiliser les équipes, voir un petit peu ce qu'ils avaient retenu à l'issue de l'ensemble des webinaires. Et on leur a préposé des épreuves qu'on a organisées et qui leur ont permis de se challenger, de vraiment parfois se mettre en situation aussi de déficience visuelle pour arriver à réaliser certains des challenges. Et c'est quelque chose qui a bien mobilisé, qui a été très apprécié. Donc, on communique beaucoup. On a un objectif de sensibilisation de 100% des collaborateurs de Pôle emploi à l'accessibilité. Donc, on a des sessions de sensibilisation sur des formats de la journée qui sont proposés. On a déployé un plan de formation ciblé par type de profil, donc concepteurs, développeurs, testeurs, contributeurs, etc., avec des contenus de formation qui sont spécifiquement créés par nos experts, qui sont adaptés à notre propre environnement technique et qui sont disponibles sur notre catalogue de formation, donc qui peuvent être mobilisés par tout le monde.
Et puis, on essaie aussi d'innover un petit peu dans la façon d'acculturer les différents acteurs en proposant, par exemple, à la DSI des ateliers thématiques sur des formats courts de 2 heures. On sait que c'est plus facile à caser, on va dire, dans un emploi du temps. Donc, des formats courts pour des équipes de fabricants. On leur propose de développer le sujet autour d'une difficulté ou d'une préoccupation technique particulière sur le sujet de l'accessibilité. Et donc, on réalise cet atelier pour l'ensemble de l'équipe. C'est bien apprécié parce que ça, comme je vous disais, c'est quelque chose qui arrive à se placer plus facilement dans un emploi du temps. Et puis, c'est pratico-pratique, donc ça convient à tout le monde. Et puis, on réalise aussi, dans la série, on essaie d'innover, on réalise aussi des immersions. C'est-à-dire qu'on propose, dans mon département, on propose à des développeurs un missionnement de 3 mois. Ils viennent, ils découvrent les principes de l'accessibilité numérique, on les met en situation de développer accessible sur des outils internes donc, qui nous servent à nous, donc c'est du gagnant-gagnant. Le but, c'est vraiment, une fois qu'ils retournent dans les équipes fabricantes, de pouvoir essaimer cette culture et cette connaissance. Autre thématique, les audits. Donc là, dans le cas de nouveaux produits, il s'agit pour nous d'accompagner les fabricants pour concevoir, développer et tester en prenant en compte l'accessibilité. Et puis dans le cas des produits existants, donc de la résorption de la dette, il s'agit vraiment, suite à des audits, de les accompagner pour décliner les préconisations qui sont issues d'audits, apporter les correctifs qui sont nécessaires et mettre en conformité. Alors, s'agissant de notre parc applicatif existant, il est important. Donc, on a défini les trajectoires de mise en conformité des services essentiels pour les demandeurs d'emploi et pour les entreprises. C'est notre priorité, évidemment. On travaille aussi, évidemment, pour nos agents. On essaie de corriger toujours en priorité les non-conformités qui bloquent les usagers. Et là, on est en train de réaliser un travail de fond pour essayer d'industrialiser les process d'identification, de priorisation et de correction des non-conformités, toujours dans l'optique d'aller au plus vite dans cette mise en conformité de nos produits. L'outillage est un pan qui est important aussi. On réalise une veille technique en continu sur les outils qui permettent de développer et de tester accessible. Et on a pour projet, on va dire, d'essayer de développer un outil interne pour essayer de regrouper toutes les automatisations qui existent déjà dans différents outils du marché, parce qu'il y a pléthore de choses qui existent, mais c'est compliqué de façon très pratique dans les équipes fabricantes d'aller mobiliser tel outil, tel autre, etc. Donc, on voudrait essayer de faire quelque chose de plus intégré, de plus pratique et donc de plus facilement mobilisable. Et puis, toujours dans la catégorie outils, on va dire, on développe des composants accessibles qui sont donc mutualisables et qui sont disponibles pour l'ensemble de nos équipes pour fabriquer des services numériques accessibles. Au-delà de ça, je ne l'ai pas mentionné dans le slide, mais il y a d'autres thématiques qui sont adressées comme tout ce qui est contribution et rédaction accessible. Donc, on intègre l'accessibilité dans le guide de rédaction des éditoriaux web. On essaie de rendre l'ensemble de nos courriers dématérialisés accessibles. Donc, c'est vraiment des axes sur lesquels on travaille. Et puis, il y a aussi un travail qui est réalisé du côté de nos acheteurs pour veiller à l'insertion de clauses spécifiques d'accessibilité dans nos marchés. Alors, le troisième domaine d'intervention concerne la réalisation d'adaptations associées aux aides techniques, donc les scripts que Philippe évoquait tout à l'heure. L'objectif ici, c'est d'optimiser l'utilisabilité des sites, des applications, des pages web au bénéfice des agents pour l'emploi. Donc là, on ne parle plus des usagers, puisqu'en fait, c'est quelque chose qui est réalisé complètement lié à l'aide technique dont dispose la personne. Alors, évidemment, à Pôle emploi, par exemple, pour les personnes non-voyantes, c'est NVDA. Donc, on réalise des scripts NVDA. Pour le public qui pourrait utiliser d'autres types de lecteurs d'écran, ça serait forcément beaucoup plus compliqué. Donc, ces adaptations techniques sont des scripts qui sont interprétables par le lecteur d'écran, donc en l'occurrence NVDA chez nous. Elles permettent, par exemple, d'automatiser la restitution d'informations présentes sur la page, comme par exemple le titre de la page dès qu'elle est ouverte. Ça permet de restituer des messages d'erreur. Ma collègue Annika vous en parlera peut-être tout à l'heure. Ça peut être une vraie difficulté.
Ça permet d'accéder aussi rapidement dans la page à certains objets, une information importante. Par exemple, à Pôle emploi, on a un intranet au sein duquel on a un carrousel de 4 news qui tourne en permanence. Donc, un voyant, les yeux vont se poser directement sur ces news qui sont vraiment l'information importante de la page. Pour une personne non-voyante, ça va nécessiter de se déplacer un certain nombre de fois pour arriver au bon endroit. Avec les scripts NVDA, on va pouvoir faire en sorte que le lecteur d'écran restitue immédiatement les news qui tournent dans le carrousel, par exemple. Donc, grâce à ces adaptations, la navigation est vraiment optimisée. L'agent gagne en efficience. Hein, donc, on est au-delà de l'efficacité. Là, on est vraiment dans un aspect de performance aussi. Et puis, il gagne aussi en confort d'utilisation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en termes d'organisation, hein, c'est qu'ADSI Pôle emploi fait des livraisons en production à un rythme mensuel, donc que ce soit pour livrer des nouveaux produits, des évolutions fonctionnelles, des correctifs. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a des agents déficients visuels qui sont régulièrement mobilisés pour définir les besoins d'adaptation inhérents à ces livraisons, à ces nouvelles pages qui arrivent aux modifications. Et donc, ils sont avec nous pour les tester, les valider. Et j'en profite donc pour préciser que nous avons dans notre département une collaboratrice en situation de handicap visuel qui contribue activement au fonctionnement de ce dispositif. Donc, c'est Malika que vous entendrez dans quelques instants, qui accompagne les agents déficients visuels de Pôle emploi, donc soit une petite trentaine. Alors, par le passé, hein, toujours sur le sujet des adaptations techniques associées à NVDA notamment, par le passé, on a constaté que la réalisation des scripts était vraiment coûteuse financièrement, que ça nécessitait des compétences pointues et relativement rares, donc forcément ça a un coût, et que c'était également coûteux en termes de charges. Or, on avait l'ambition un petit peu folle, entre guillemets, de pouvoir mettre à disposition des agents non-voyants les adaptations nécessaires de façon synchrone avec les livraisons des SI. Et donc, le temps nécessaire au développement de ces scripts nous posait un réel problème. Du coup, il y a quelques années, avec l'un de nos partenaires, la société Access Solutions, nous nous sommes lancés dans la réalisation d'un outil qui s'appelle Web Access for NVDA et qui a pour finalité de permettre la réalisation rapide et à moindre coût de scripts NVDA. L'idée à l'époque intéressait la DINAM, donc la Direction interministérielle du numérique, qui a souhaité soutenir le projet et en faire la promotion. Ça a aussi beaucoup intéressé le FIPHFP, qui a contribué financièrement dans le cadre d'une convention accessibilité numérique qui a été signée avec Pôle emploi. Alors, pourquoi avoir créé Web Access for NVDA, hein, et à quoi ça sert? Ça sert à optimiser l'utilisation des sites et des applications conformes au RG2A, donc en termes de navigation, d'efficacité, etc. Donc, je précise bien que ça ne se substitue absolument pas au RG2A. Hein. La conformité RG2A est indispensable, mais c'est complémentaire. Ça amène de l'optimisation en plus. Donc ça, c'est pour les sites et les applications qui sont conformes de base. À côté de ça, il y a ceux qui ne sont pas conformes, et je pense qu'on en a tous dans nos parcs applicatifs. Et là, ça permet de compenser le défaut d'accessibilité de certaines pages, de certaines applications, etc. Du coup, par rapport à ces outils qui de base ne sont pas RG2A, on peut utiliser Web Access for NVDA de façon transitoire dans l'attente d'une mise en conformité RG2A qui pourrait par exemple avoir lieu par opportunité un peu plus tard à l'occasion d'une évolution fonctionnelle du produit. Et ça peut aussi être utilisé pour rendre accessibles des applicatifs vieillissants qui souvent ne sont pas conformes au RG2A et qui, n'ayant plus vocation à évoluer, en général, les DSI n'investissent pas dedans pour ce qui est de la mise en conformité. Alors, pour qui on a développé Web Access? Pour toutes les personnes déficientes visuelles qui utilisent le lecteur d'écran NVDA. Et il peut être utilisé par des développeurs qui ont des connaissances de base HTML. Il n'y a plus besoin, comme quand on fait des scripts natifs, d'avoir vraiment une expertise en termes de développement pour réaliser des scripts. Ça fonctionne comment? C'est une interface qui est vraiment très simple, qui permet de créer des règles de comportement pour un site, hein, ça permet d'associer des règles qui disent, voilà, à l'ouverture de la page, on va lire le titre, on va aller se positionner à tel endroit, etc.
Donc, ce sont vraiment des règles de comportement qui permettent de faire beaucoup de choses et notamment aussi de se déplacer dans la page avec des raccourcis clavier personnalisés. Alors, j'ai envie de dire que Web Access for NVDA, en synthèse, ça permet de réduire la charge, le coût et la durée de développement qui sont nécessaires à la mise en accessibilité via des scripts. J'ajouterais aussi que c'est un outil qui est mentionné dans le SIL, le socle interministériel des logiciels libres, dans la catégorie lecteur d'écran, il est mentionné avec NVDA. Et je précise aussi au passage que le référent SIL pour le lecteur d'écran est le responsable opérationnel de l'un de nos pôles d'activité qui s'appelle René Tavixet. Je sais qu'il a déjà échangé avec pas mal de représentants de la fonction publique. Il y en a peut-être parmi vous qui le connaissent. Je surveille l'heure, je dois être à peu près bonne pour la conclusion. Donc, pour conclure, je dirais que sans les scripts NVDA qui sont réalisés pour compenser un défaut d'accessibilité, donc là, je parle bien des applications, des sites qui, à la base, ne sont pas conformes au RG2A. Sans ces scripts, il y a un certain nombre d'activités métiers qui seraient impossibles à réaliser par nos agents non-voyants. Ça limiterait donc forcément le champ des possibles en termes d'activités réalisables et donc de parcours professionnels. Et s'agissant des scripts qui sont développés pour améliorer l'utilisabilité d'outils qui sont conformes, ça leur permet vraiment de gagner en efficacité, en confort d'utilisation. Et je dirais qu'au-delà de la compensation du handicap et de la garantie d'accessibilité, ça offre aux personnes non-voyantes la possibilité d'être aussi performantes et efficaces dans leur mission que des personnes voyantes. Alors, vous l'aurez compris, l'aménagement de poste via des aides techniques, le respect du RG2A au niveau des produits et services numériques et la réalisation d'adaptations associées aux aides techniques, de mon point de vue, ça constitue vraiment la combinaison gagnante nécessaire pour que les compétences et les capacités des agents en situation de handicap soient reconnues en tant que telles au sein du collectif de travail et pour annihiler le plus possible l'impact du handicap sur leur évolution de carrière. J'ajouterais aussi un petit mot, c'est que le handicap est souvent perçu comme limitant aussi bien d'ailleurs par les personnes valides que par les personnes handicapées elles-mêmes. Et du coup, il est vraiment important, vraiment primordial de doter chaque agent en situation de handicap des bons outils pour dépasser cette idée, pour permettre de prendre confiance, d'évoluer pour saisir de nouvelles opportunités et pour s'épanouir professionnellement. Voilà, j'en ai terminé. J'espère être dans les temps, Benjamin. C'est parfait, c'est parfait. Merci beaucoup à vous, Nathalie. Une toute petite question, j'en profite, qui a été posée pour ne pas perdre le fil. Vous évoquiez le rôle, en particulier sur la gestion du handicap visuel, mais plus globalement la gestion du handicap au sein de Pôle emploi, le rôle des CRH, des correspondants régionaux handicap. Une question qui nous a été posée. Est-ce que, je ne suis pas sûr que la réponse soit si simple ou rapide que ça, est-ce que ces CRH assurent cette mission de correspondants régionaux handicap à plein temps ou est-ce qu'ils ont d'autres missions? Est-ce qu'ils se concentrent 100% là-dessus ou pas? Les deux. En fait, ça dépend. Les correspondants régionaux sont donc rattachés aux différents établissements de Pôle emploi. Il y a des territoires sur lesquels, je dirais, il y a plus de personnes, d'agents en situation de handicap. Et dans ce cas-là, je vais citer l'Île-de-France, par exemple. Il y a plusieurs correspondants régionaux handicap sur l'Île-de-France et ils sont dédiés à cette mission-là. Par contre, on a d'autres territoires sur lesquels la proportion d'agents handicapés est moindre. Et dans ce cas-là, ce sont généralement des personnes qui sont rattachées à la QVT, enfin à la qualité de vie au travail ou au moins au RH. Et c'est une mission, mais c'est une mission parmi d'autres. Voilà. Ils ont d'autres missions à côté de ça. Parfois, ils interviennent sur la diversité ou voilà, ce genre de choses. Donc, c'est vraiment en fonction des territoires et du besoin. Merci beaucoup. Je me permets de résumer, mais alors d'abord, je vous remercier parce que vous avez déjà là aussi fait une belle performance. On voit que c'est un sujet qui est très large, qui peut être complexe, qui peut être technique, mais qui n'est pas que ça et qui demande aussi une vraie structuration et une implication de plein d'acteurs. Bref, je retiendrai quelques éléments, outre ceux que vous avez sur lesquels vous avez insisté, d'importance des aménagements, d'importance de l'accessibilité. Dans votre intervention, moi j'ai noté que c'est important de prendre en considération cette question de l'accessibilité et de la prise en compte du handicap et notamment visuel
dès le début, là, voilà, quand on crée un applicatif, voilà, faire résorber la dette, comme vous le disiez, c'est jamais bon, ou en tout cas, il est préférable de ne pas partir avec une dette et d'essayer de réfléchir ça le plus en amont possible, première chose. Et ça passe là aussi, vous l'avez souligné d'un trait, dans les politiques d'achat de Pôle emploi, et notamment d'insérer des clauses aussi qui permettent de s'assurer que dès le début et dans nos achats, on va être prendre en compte cette importance de l'accessibilité dès le début. Et pour moi, ça fait le lien aussi, ce lien avec les fabricants, aussi bien dans les immersions que vous pouvez leur proposer que dans les échanges que vous pouvez avoir sur la résorption de la dette, là aussi de solutions existantes ou dans le cadre d'outils nouveaux. Donc voilà, aussi ce lien avec les fabricants, pardon, je vais le dire, arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais ne pas hésiter à aussi les challenger eux-mêmes sur vos propres environnements, sur vos propres attentes, et en ayant cette volonté d'une meilleure prise en compte de la notion d'accessibilité, notamment pour les collaborateurs en situation de handicap visuel. Et puis, je terminerai aussi par l'importance de la communication, de la sensibilisation, et j'allais dire au long cours, et presque au quotidien, si je peux le dire comme ça. Voilà, informer, communiquer, sensibiliser, rappeler à l'ensemble, je crois que vous l'avez évoqué là aussi, l'objectif c'est de sensibiliser 100% des collaborateurs de Pôle emploi, qui sont plus de 50 000, je le rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc ce n'est pas un mince objectif. Voilà, j'estime aussi, au-delà de ce que vous avez rappelé, que tous ces points-là sont importants, et finalement, Pôle emploi, c'est une grande maison avec beaucoup de moyens, entre guillemets, en tout cas de ressources humaines. Vous participez, vous êtes responsable d'un département. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas demandé, vous êtes combien aujourd'hui au département expertise, du coup? Alors, on est une vingtaine d'internes et on a 6 ou 7 prestataires. Voilà. Mais voilà, il n'y a que 2 de nos pôles d'activité. 2, c'est énorme déjà, mais 2 pôles d'activité. Le 3e est sur un autre type de mission. Voilà. Ce que je veux aussi souligner par là, c'est que bien entendu, certainement que pour beaucoup de nos participants aujourd'hui, voilà, s'appuyer sur des ressources en interne aussi conséquentes, bah, c'est pas envisageable. Cela étant dit, j'allais dire presque la philosophie d'action et la philosophie de démarche que vous nous avez rappelée, je pense qu'elle se dédouane de tout rapport aux ressources et aux moyens dont on est en interne. Réfléchir ces questions-là dès le début et en amont de la mise en place de ces solutions, faire appel à des experts, challenger aussi ces experts, sensibiliser et se remettre presque en question, ou en tout cas en position de s'améliorer tout le temps sur ces questions-là, parce que je crois, et même si Pôle emploi est très avancé, vous continuez à innover, vous continuez à avancer, vous continuez à repérer des choses qui pourraient fonctionner mieux. Et voilà, cette philosophie, me semble-t-il, elle peut s'appliquer partout, quelle que soit la taille, quelle que soit l'expertise, quelle que soit l'avancée sur ces questions-là. Si vous en êtes d'accord, c'est vraiment sous votre contrôle. Ouais. Tout à fait. Il y a quelques années, on était, il y a 7-8 ans, on était 4 dans le département. On avait les mêmes ambitions, même si on avait beaucoup moins les moyens de les réaliser. Merci beaucoup, du coup, encore une fois, Madame Denizet, pour toutes ces précisions. Alors, précisions que moi, je n'ai pas apportées, j'aurais dû le faire depuis le début, je m'en excuse. Le replay de ce webinaire, tout comme le support, évidemment, vous sera envoyé à toutes et à tous dès la fin de ce webinaire. N'hésitez pas, vous retrouverez les coordonnées, les astuces et les bonnes pratiques qu'on partage ensemble ce matin. Je voudrais enfin pouvoir, et vous l'avez presque déjà introduite dans cette réunion, et merci à vous. Je voudrais accueillir Malika désormais. Est-ce que vous nous entendez toujours, Madame Madani? Oui, toujours. Bonjour. Bonjour. Si vous aviez aussi le souhait et la possibilité d'activer votre caméra, je vous en remercie, sans le contraindre, mais c'est plus agréable pour nous tous. On a souhaité également, et comme le rappelait Nathalie Denizet, vous donner la parole. Alors, quand je dis vous donner la parole, c'est pouvoir profiter, quelques minutes de vous, si je peux le dire comme ça, pour que vous nous fassiez part de votre propre vécu, si j'ose dire. Alors, je l'ai annoncé dans l'introduction de ce webinaire. Vous êtes vous-même aujourd'hui en situation de handicap visuel. Vous allez dire peut-être un peu plus ce qu'il en est. Et puis, vous travaillez au sein de Pôle emploi depuis un certain nombre d'années. Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, avec vos mots et puis avec vos retours d'expérience, quelle est un peu
votre situation aujourd'hui, peut-être ce qu'elle était au démarrage, à Pôle emploi en tant que professionnel, comment cette problématique d'ordre visuel a été comprise, accompagnée, considérée dans le cadre de l'évolution de votre carrière professionnelle? Oui, donc bonjour à tout le monde. Je suis donc salariée en situation de handicap, donc je suis non-voyante et je travaille à Pôle emploi depuis 2005. Je vais vous faire oui, effectivement un petit retour de ces 17 ans d'expérience au sein de cette institution. Ça commence à, à compter. Et j'ai intégré en janvier 2005. Tout d'abord, j'ai commencé en CDD. J'ai intégré le service de recouvrement de Pôle emploi Service en tant que gestionnaire de compte. Et ensuite, au bout de 5 mois, j'ai été titularisée. J'ai bénéficié du dispositif qu'a cité Nathalie tout à l'heure, hein, par rapport à l'aménagement du poste de travail, les aides techniques, etc. Dès mon arrivée, dès le premier jour, mon poste de travail était prêt à mon utilisation. Le poste était aménagé. J'avais un lecteur d'écran, une plage braille, un bloc-notes pour prendre des notes lors de réunions ou de formations. J'avais un scanner aussi, enfin j'ai tout. Scanner pour scanner et lire les documents dactylographiés. Et surtout, au niveau des applications métiers, on m'avait installé et préparé en amont donc les scripts NVDA, donc les adaptations nécessaires pour pouvoir utiliser correctement les applicatifs métiers. À mon arrivée, une collègue m'a formée pendant à peu près 4 semaines. Dans cette durée, tout d'abord, elle m'a aidée à prendre mes repères au niveau des locaux. Parce que voilà, c'est un bâtiment de 3 étages. Je n'ai pas bénéficié de cours de locomotion, comme a expliqué tout à l'heure Philippe chez Cessia, mais cette collègue m'a pu, voilà, pendant une semaine, m'accompagner dans mes déplacements pour que je prenne mes repères, repérer mon bureau et les différents endroits où j'avais besoin de me déplacer. Cette collègue m'a accompagnée également pour toute la partie de l'appropriation des applications métiers, à la description des écrans, me fournir les raccourcis à utiliser, etc. Et bien sûr, elle m'a délivré des formations réglementaires et métiers, mais personnalisées, où voilà, on a avancé à mon rythme pour que je puisse prendre mes notes à ma façon, en braille ou sur informatique. C'était vraiment 2, voire presque 3 semaines de formation totale. Et ensuite, il y avait, entre guillemets, elle était comme ma tutrice pendant 2 semaines, le temps que je prenne mes marques. Mais très vite, j'ai été très vite opérationnelle à mon poste et j'ai travaillé en toute autonomie à l'exécution de mes tâches. Et alors, pardon, je me permets de vous interrompre. Oui. Vous disiez justement donc, très rapidement opérationnelle, très rapidement efficiente, et notamment, si je l'ai bien entendu, grâce à un poste presque d'ores et déjà pleinement aménagé dès votre arrivée. C'est ça. Comment ça a pu se réaliser dès votre arrivée, du coup, ça? Moi, quand j'avais postulé à l'époque, voilà, il y avait plusieurs postes d'ouverts dans ce service, que c'était un service qui était entre guillemets en construction. C'est un service particulier dans le recouvrement des intermittents du spectacle. Il y avait à peu près 25 postes à pourvoir. Donc moi, quand j'ai postulé, il y a eu c'est déjà pour eux, c'était au niveau de cette institution, c'était nouveau pour eux, même si c'est une institution qui fait partie de Pôle Emploi. Il y a eu un accompagnement avec Cap Emploi et avec le département de Nathalie. Ils ont préparé l'aménagement du poste de travail. Ils ont référencé les besoins matériels dont j'avais besoin. Et à Pôle emploi, en fait, tous les non-voyants ont à peu près le même matériel.
au niveau du lecteur d'écran, de la plage braille, du bloc-notes braille. Après, il peut y avoir, selon les besoins des personnes, des produits qui peuvent être commandés différents. Et surtout au niveau des adaptations spécifiques, parce que, comme disait Nathalie, il y a une trentaine de non-voyants qui travaillent à Pôle emploi, mais moi, j'ai été la première à intégrer ce service et à travailler sur ces applicatifs. Donc, il a fallu les adapter parce qu'ils n'étaient pas accessibles au départ. Donc, grâce à l'équipe d'accessibilité, ils ont élaboré les scripts et la personne justement qui a été là pour mon accompagnement au début, elle a participé au recettage à Nantes, parce que voilà, le siège informatique est à Nantes de Pôle emploi, et on l'a formée justement sur ces scripts pour qu'elle puisse bien m'accompagner lors de mes formations. Je voudrais profiter de ce que, oui, parce que c'est là aussi un point qui a été évoqué par Nathalie Denizet juste avant, et pour bien comprendre et pour bien le faire comprendre à nos participants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au-delà de vos fonctions premières, j'allais le dire comme ça, chez Pôle emploi, vous participez également à l'évolution des outils, à l'évolution des solutions proposées aux personnes en situation de handicap visuel. Comment concrètement ça se déroule, ça? Tout à fait. En fait, en 2014, je suis passée à mi-temps sur ce poste de gestionnaire de compte, et sur l'autre mi-temps, j'ai intégré le pôle expertise spécifique accessibilité dans le département de Nathalie. Donc, ils ont fait appel à moi par rapport à mon expertise du métier et de connaître les aides techniques pour les aider dans la contribution et le développement des scripts. Donc, actuellement, moi, je réalise des scripts, des adaptations grâce à l'outil Web Access for NVDA que vous a présenté tout à l'heure Nathalie. Donc, grâce à cet outil, je réalise des scripts pour des applications métiers ou des sites internes pour les collègues non-voyants. Donc, je vais probablement poser une question qui va paraître idiote. C'est pas grave, je l'assume, même si c'est enregistré, c'est pas grave. Il n'y a pas de question idiote, allez-y. Comment, enfin, quel bénéfice vous voyez-vous au fait de vous associer, vous qui vivez cette situation de handicap visuel au quotidien, à quoi ça sert finalement de vous intégrer à la réflexion et au travail lié à l'évolution des outils qui demain permettent un meilleur aménagement de poste pour les personnes atteintes de handicap visuel? Les bénéfices, il y en a plusieurs, parce que déjà, en étant moi-même non-voyante et en utilisant moi-même ces outils, je peux tout de suite, quand je procède à des tests unitaires, de tester si la page est accessible ou les outils, de faire remonter vraiment les anomalies et de vraiment leur expliquer le problème. Parce que des fois, les développeurs ne se rendent pas compte, même s'ils suivent les règles RG2A, d'accessibilité, ils ne comprennent pas selon l'utilisation des aides techniques, on a besoin d'être vraiment performant dans la navigation et dans l'exécution de nos tâches. Et du coup, d'avoir les explications d'une personne qui connaît le problème, qui connaît les aides techniques. Donc, c'est plus intéressant et on avance mieux. Je sais que mes collègues du service du département aiment beaucoup échanger avec moi ou me poser des questions, me demander mon avis sur telle évolution, tel projet, amélioration, de savoir est-ce que c'est un intérêt pour l'utilisateur ou pas, etc. Et en fait, dans la mission, par rapport au département, moi, j'ai comme mission, j'assiste en fait toutes les activités liées aux applications spécifiques uniquement pour les salariés non-voyants, parce que le département s'occupe de tous les handicaps, mais moi, j'interviens uniquement pour les non-voyants. Et
Donc, non seulement, voilà, comme je disais, je faisais des scripts avec l'outil Web Access, mais j'interviens aussi dans les livraisons informatiques que vous a expliqué tout à l'heure Nathalie. Donc, le service informatique, avant de déployer ces livraisons, fait appel à moi pour que je teste tous ces nouveautés, ces changements, pour voir si c'est accessible ou pas. Si ce n'est pas le cas, je remonte les anomalies aux équipes de développement pour qu'ils puissent corriger. Donc, en général, c'est des corrections immédiates. Si ce n'est pas le cas, ça va être compensé par des scripts NVDA. Et donc ensuite, c'est donc recetté, comme disait Nathalie, on fait intervenir, et c'est ça qui est super intéressant à Pôle emploi, c'est que le service informatique fait intervenir des utilisateurs non-voyants pour valider les correctifs. Et on a des retours très positifs de leur part parce que ça permet vraiment de, déjà, eux prennent le temps de s'approprier les nouveautés, les écrans, mais de faire remonter peut-être d'autres façons de naviguer, d'autres améliorations, d'autres demandes d'évolution, etc. Donc, une fois que tous ces correctifs ont été validés, donc ça va être déployé sur les postes des non-voyants. Donc, en général, c'est moi qui le fais juste par la prise par NVDA, une prise de main du poste par NVDA. Et ensuite, voilà, ça va être donc installé sur tous les postes des non-voyants. Et pour les accompagner, donc, je mets en place, je rédige des aides en ligne. Donc, ils ont une aide contextuelle sur leur poste, n'importe où de l'écran, juste avec un raccourci. Ils peuvent faire afficher une aide contextuelle qui leur donne les consignes, les raccourcis à utiliser pour tel écran ou telle application. J'interviens également dans de la formation, donc soit en distanciel pour des applications métiers ou de l'appropriation d'outils, que ça peut être des outils de communication ou des applications métiers. Enfin, c'est toujours des outils internes à Pôle emploi. Mais j'interviens aussi en formation en présentiel lorsqu'il y a des grands changements informatiques, comme là dernièrement, comme disait Nathalie, elle parlait de Windows 10. On a eu un déploiement national, un agent à portable. Donc, ça a fait beaucoup de changements pour les non-voyants parce qu'ils sont passés de l'ordinateur fixe à l'ordinateur portable. L'environnement Windows 10, il y avait enfin, voilà, Office qui a changé, les versions d'Office, etc. Donc, c'était les former sur tous ces nouveaux outils. Et je suis là aussi pour faire du support. Je sais, hein, je suis en train vous m'avez posé une question précise, mais je suis en train de vous Allez-y, expliquer allez-y, c'est très tout bien. Ouais. ce que j'interviens, en fait, au niveau de ma mission, dans quoi j'interviens au niveau de la DSI. Et je suis aussi où là, les utilisateurs apprécient énormément, c'est que je fais du support fonctionnel. Donc, dès qu'ils ont un souci sur leur poste de travail, ça peut être un problème lié à des scripts NVDA, mais des problèmes avec leurs aides techniques. Donc, ils font appel à moi. Donc, moi, je résous. Si voilà, c'est de mon niveau, je résous, je rapporte les solutions, je résous les incidents. Si c'est de niveau 2, donc je transmets à mes collègues de poste de travail ou si ça concerne les scripts NVDA, voilà, on a un outil où on référence les demandes de correction et ça va être corrigé dans les scripts NVDA. Je vais vous Donc, poser une question de ouais. profane, mais vous êtes informaticienne vous-même? Enfin, vous avez cette expertise-là? Non, je n'ai pas de diplôme. Alors, j'avais fait une formation j'avais entamé une formation avant d'entrer à Pôle emploi de développeur informatique, mais je n'ai pas eu mon diplôme. Enfin, mais par contre, en fait, j'ai monté en compétences en fait depuis que je suis rentrée en 2005, avec au départ avec mes activités de gestionnaire de compte. Au fur et à mesure, je suis montée en compétences en fait dans différents domaines, dont le domaine de l'informatique. Donc, j'ai eu des formations, voilà, et, en interne sur ces sujets. Merci beaucoup encore une fois de votre intervention pour l'instant et ce matin. Je retiens aussi de ce que vous nous dites, Malika, que vous n'êtes pas forcément informaticienne, vous êtes voilà, sur un métier de gestion, bref. Et puis,
j'allais dire, encore une fois, j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais ce n'est pas grave, c'est bien de rappeler ce genre de choses. Réfléchir à des améliorations techniques très précises, parfois qui paraissent, pour moi, je le dis très sincèrement, très nébuleuse, c'est vraiment une histoire de spécialiste. En fait, associer les premiers bénéficiaires ou les premiers usagers de la mise en place de ces solutions, j'ai l'impression, alors c'est un peu une expression tarte à la crème qui revient souvent, mais là, pour le coup, on est vraiment dans une notion de gagnant-gagnant. C'est-à-dire que les développeurs et les spécialistes de la spécialité profitent aussi de votre retour usager immédiatement et en direct, si j'ose dire. Est-ce qu'on ne serait pas loin d'une méthode agile que je ne maîtrise pas bien? Mais enfin voilà, vraiment avec ces allers-retours très concrets et terrain. Et du côté des usagers, c'est aussi de pouvoir bénéficier, et je crois que c'est un mot qui a été employé et que je vais reprendre à mon compte, améliorer l'utilisabilité de ces différents outils. C'est-à-dire pas simplement c'est pas simplement être accessible, mais non seulement être accessible, mais de pouvoir s'en servir efficacement, intelligemment, comme tout à chacun, si j'ose dire. On est vraiment dans une notion de gagnant-gagnant. C'est ça. Si je voulais juste rajouter, effectivement, je confirme tout à fait ce que vous venez de dire. Pour moi, en entreprise, en tant que salarié en situation de handicap visuel, c'est essentiel, même si les applications, les sites Internet et applications métiers sont accessibles en respectant les règles RG2A, c'est essentiel d'avoir les scripts NVDA qui sont là, comme disait Nathalie, complémentaires, mais c'est aussi important que l'accessibilité des sites parce que ça permet vraiment, c'est ces scripts-là qui permettent vraiment, si j'ai pu être performante et efficace dans mon travail, c'est vraiment grâce à ces scripts parce qu'ils permettent vraiment de naviguer plus facilement, plus rapidement. Donc du coup, parce que sans script, ce serait vraiment très difficile et laborieux. Et du coup, ça prendrait du temps. Et c'est du temps qu'on n'a pas en entreprise. Et comme disait tout à l'heure Nathalie, par exemple, pour les messages d'erreur, voilà, dans mes activités de gestionnaire de compte, je fais encore de l'accueil téléphonique. En 17 ans, aucun interlocuteur ne s'est rendu compte que j'étais non-voyante, qu'ils avaient affaire à une conseillère non-voyante. Parce que grâce à ces aides techniques, à ces scripts, je peux naviguer, accéder à l'information rapidement, comme un collègue qui utilise la souris. Pour vous donner un exemple, donc les messages, si je n'avais pas les scripts NVDA, si je enregistre un formulaire et que le formulaire contient une erreur, il faut aller trouver cette erreur. Déjà comprendre pourquoi le formulaire ne s'est pas enregistré. Parce que voilà, visuellement, tout de suite, on voit qu'il y a un message en rouge, etc. Le champ en erreur va être mis en surbrillance. Enfin, voilà, visuellement, tout de suite, l'œil va être attiré et la personne va faire un clic de souris, corriger. Ça va prendre une demi-seconde. Qu'avec un lecteur d'écran, il va falloir chercher. Et la navigation peut être très longue, ça peut durer quelques secondes, voire quelques minutes. Alors que grâce au script NVDA, ces messages d'erreur sont traités en automatique. Donc, du coup, dès que le formulaire est enregistré avec une erreur, la synthèse vocale annonce vocalement le message, le lit. Donc, du coup, c'est beaucoup plus rapide pour pouvoir aller corriger et valider son formulaire. Donc, c'est vraiment, ces scripts apportent vraiment cette optimisation voilà. Mais j'insiste vraiment pour les entreprises de vraiment en plus de tout ce qui est aménagement de poste de travail, l'accessibilité des applications, vraiment de porter de l'importance à ces scripts pour que la personne puisse vraiment évoluer dans son poste, être efficace et surtout avoir les possibilités d'évolution. Merci beaucoup pour ce retour d'expérience et la clarté de ces propos, véritablement. Alors, je vois que malheureusement, le temps file et nous est compté. Restez bien avec nous quand même, Madika et Nathalie et Philippe. Alors, je regardais aussi quelles pouvaient être les remarques, les interventions, les questions de nos participants. Elles ne sont pas si nombreuses que ça. Néanmoins, alors j'en ai quelques-unes en fait à vous poser et je vais me permettre de vous les partager. Peut-être une première à vous, Nathalie Denizet, très pragmatique, très terre-à-terre. Je suis référent handicap. J'ai assisté ce matin à ce webinaire. J'ai entendu parler d'NVDA, NVDA, a priori pour l'emploi payé.
qu'est-ce que je fais? Je vais sur Internet, je tape ça, je bascule et je passe la patate chaude à mon service informatique. J'appelle Nathalie Denizet. Voilà, concrètement, comment profiter aussi de ça? Bah, j'aurais tendance à dire, alors NVDA open source, mais pour autant, je pense que ça passe quand même par un service informatique qui va aider à mettre en place sur le poste de travail, dans l'environnement informatique de la structure auquel appartient cette personne-là. Je pense que ça, c'est la première chose à faire. Après, Web Access for NVDA, s'il y a un intérêt à faire des scripts derrière, et on l'a vu, c'est important. Tout ça, c'est au niveau du SIL, hein, du socle interministériel des logiciels libres. Donc, tous ces produits-là peuvent être trouvés par ce biais. Donc, il ne faut pas hésiter à aller consulter tous ces éléments. Mais encore une fois, je pense qu'il est bon d'avoir l'appui du service informatique par rapport au minimum d'intégration qu'on peut demander sur l'environnement de l'établissement auquel appartient la personne qui a posé la question. Et vous parliez tout à l'heure très justement de l'importance de la sensibilisation, du partage d'informations et de communication. Voilà, c'est aussi peut-être remonter auprès de ces services très techniciens et en tout cas informatiques l'existence de ces logiciels libres, notamment Web Access for NVDA, etc. Merci beaucoup, Nathalie. Une petite question peut-être auprès de Philippe Tavares, si vous êtes encore avec nous, Philippe. Je rebondis sur une question qui nous a été posée tout à l'heure, mais peut-être que je vais essayer d'élargir. Alors, une question très précise. Voilà, dans le cadre de la sensibilisation à la notion de handicap visuel, est-ce qu'il existe, par exemple, des livres en braille très simples sur lesquels on peut s'appuyer pour peut-être sensibiliser un collectif de travail? Et je vais faire d'une question une deuxième. Plus généralement, lorsque, par exemple, dans le cadre des prestations d'appui spécifiques, vous pouvez intervenir à la sensibilisation autour de cette typologie de handicap, voilà, comment sensibiliser intelligemment? Alors, j'imagine qu'il n'y a pas qu'une seule réponse, mais voilà, sur la sensibilisation, qu'est-ce que vous pouvez être amené à développer comme type d'action? Oui, alors au niveau du coup des livres, alors c'est vrai que moi j'ai pas d'exemple précis. Alors il y a un exemple qui me vient en tête qui démontre du coup toute la complexité du braille, c'est par exemple le tome 1 d'Harry Potter. Il me semble qu'il fait 9 livres en braille. C'est juste énorme. Madame Madani, je sais pas si vous Oui, pouvez je me confirme. confirmer, Oui, je confirme. mais c'est juste énorme. Donc effectivement, alors pour le braille c'est assez compliqué parce que parfois on a des personnes, alors je digresse un petit peu hein, volontairement, mais il y a des personnes qui perdent la vue au cours de leur vie, qui souhaitent apprendre le braille, et c'est très, 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 très compliqué pour une personne adulte d'apprendre le braille, parce que vous avez une nouvelle façon finalement de lire, une nouvelle façon du coup d'appréhender la lecture, et il y a aussi surtout un sens qu'il faut savoir développer, hein. Je pense que Madame Madani sera pourra mieux répondre à ça que moi. C'est bah, le sens du toucher finalement, de pouvoir reconnaître toutes ces informations-là, enfin tous ces caractères-là sur ce format-là. Donc, c'est vrai que le braille, c'est assez compliqué. Et là, aujourd'hui, je suis désolé, je n'ai pas d'exemple précis à vous donner. Peut-être que Madame Adeni aura plus d'exemples que moi. Mais c'est assez compliqué, du coup, le braille. Donc, Alors, moi, je n'ai pas d'exemple de livre, mais par contre, pour apprendre, moi, personnellement, j'ai perdu, ce que j'ai fait mes études et, et j'ai vu, normalement, j'ai perdu à peu près la vue il y a 20 ans. ouais. Et donc, j'ai appris le braille par contre, hein, en étant adulte. Et je suis passée par des associations comme la VH. Les associations de déficients visuels proposent des cours de braille, hein. Ouais. C'est gratuit en général, hein, ce n'est pas des cours payants. Mais c'est long comme apprentissage, effectivement, je confirme. Mais moi, par contre, je suis pas une grande brailliste parce que voilà, je l'ai appris tard. Mais par contre, pour moi, c'est essentiel en milieu professionnel, si c'est possible, hein, de connaître le braille. Parce que pour être vraiment encore plus, je parle toujours d'efficacité, mais vraiment pour vraiment être transparent, je veux dire, vraiment travailler dans des bonnes conditions. Je trouve que le braille est complémentaire pour tout ce qui est lecture de chiffres. Moi qui ai travaillé dans un service de recouvrement, pour tout ce qui est chiffres, des sigles, par exemple un numéro SIRET, le braille, la synthèse vocale, des fois, quand
on règle le débit. En général, on met un débit assez rapide. Je sais que moi, je préfère utiliser la synthèse vocale pour tout ce qui est lecture de mails, même naviguer sur les applications. Mais dès qu'il faut communiquer une information par téléphone à un employeur, bah, je le fais en braille parce que là, il n'y a pas d'erreur possible. Exactement. Voilà. Mais Merci c'est beaucoup. toujours Pardon. possible d'apprendre le braille avec ces associations, en fait. Mais... Merci beaucoup pour ces interventions. Vous le savez, je regarde le temps précisément. Il nous reste une petite minute très rapidement. Et je vais vous demander à tous les trois, pardon, ce n'était pas prévu, un exercice pas simple, d'un mot en une minute en tout. Quel pourrait être pour chacun et chacune d'entre vous le conseil ou le mot ou le message qu'il vous semble important prioritairement à faire passer auprès de nos participants ce matin sur la question de la gestion du handicap au travail. Voilà, quel conseil d'un mot vous donneriez? Qui se lance en premier? C'est pas facile. Je viens me lancer. Moi, je dirais mettre en œuvre tous les moyens pour autonomiser. Pour moi, pour pratiquer les collègues en situation de handicap dans mon quotidien, je pense que la meilleure chose qu'on peut faire pour eux, c'est de leur donner les moyens d'être autonomes dans leurs activités. Je m'arrête là puisque c'était un mot, je n'irai pas plus loin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Madame Madani, Monsieur Tamares, de votre côté? Alors, je me lance, je dirais plutôt, alors c'est le premier mot hein, qui me vient, mais je pense on en aurait plusieurs, ce serait aussi l'écoute, pouvoir écouter les besoins des personnes, les difficultés des personnes et surtout essayer de travailler, alors en un mot je dirais écoute, mais surtout essayer de travailler conjointement pour essayer du coup d'aménager finalement les situations et de les rendre accessibles. Donc je dirais plutôt écoute, après accessible, je laisse peut-être le mot Madame Madani. Ah, c'est parfait. Madame Madani, le mot de la fin vous revient. Et c'est parfait. Eh ben, je dirais accessibilité. Pour un monde vraiment accessible, voilà, quand on a vu, il y a pas mal de moyens qui sont mis en œuvre pour favoriser l'accessibilité. Ça s'améliore avec le temps, mais malheureusement, les progrès, il y a encore des progrès à faire pour l'accessibilité, entre autres, par exemple, des formations en ligne, les documents, voilà, qui sont communiqués dans les sites, les PTT, les PowerPoint, etc., quoi. Voilà, donc encore plus d'accessibilité. Le message est entendu et passé, je l'espère. Merci beaucoup, sincèrement, à tous les trois pour votre participation ce matin. Merci à vous, Madame Denizet, Madame Madani, Monsieur Tavares. Je vous le rappelle à toutes celles et tous ceux qui nous ont rejoints ce matin, vous recevrez un mail avec un lien d'accès pour le replay, le visionnage du replay, ainsi que le support qui vous a été diffusé. Merci beaucoup, encore une fois, à tous les trois de votre participation. Je sais que le temps est compté. Je sais que je vous en ai demandé déjà beaucoup. Je me permets, et j'en arrêterai là, que vos interventions étaient très claires et très précises. Donc, vraiment, merci beaucoup à tous les trois et à chacune et à chacun participant ce matin. À très bientôt pour un de nos prochains événements. Merci, à bientôt. Merci beaucoup, à très Merci à bientôt. vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.